Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Il y a des personnes que vous allez regarder de loin en admirant leur travail sans jamais oser le leur dire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme incroyable, Moana Lou, responsable de la création et contenu du groupe Essence Ventures, qui inclut Essence Magazine et Afropunk. Moana, c'est un mix entre Michelle Obama pour le charisme, Beyoncé pour le talent, Rihanna pour l'audace et Halle Berry parce que c'est juste une bombe. Découvrez durant cet échange un parcours incroyable, une volonté d'excellence, un mindset de leader. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Moana. Bonjour Tia, comment ça va? Ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment honorée. Comment vas-tu? On va commencer par ça. Écoute, ça va bien. Je suis un peu sur un nuage en ce moment parce que je fais des choses qui me tiennent à cœur et donc c'est un peu une révolution dans ma vie. L'année Covid était une année particulière. J'aime bien la définir comme particulière, mais ça m'a permis de me reconcentrer sur ce qui était important pour moi. Et donc du coup, je crois que je peux dire que je suis heureuse. Je crois que c'est le plus important finalement. Finalement, c'est le plus important. Donc, je suis très contente pour toi. On va commencer par une petite question qui est la signature du podcast, mais c'est un passage obligé. Tu es plutôt thé ou café? Alors, c'est une bonne question parce que je suis plutôt thé. Ouais. Mais c'est vrai que je ne décolle pas ma journée sans mon café au lait. D'accord, ok. Donc, ça me va. c'est vraiment juste ce moment unique et je crois que ça tient au fait que quand j'étais petite aux Antilles, en Martinique, tu sais, ma grand-mère me donnait une eau de café, tu sais, le matin, tu sais, super sucré. Et en fait, donc du coup, je crois que j'ai gardé ce tic. Bon, bah, comme je suis pas très café, je rajoute beaucoup de lait et une tape de café, mais ça me réconforte le matin. Mais sinon, pendant la journée, je suis 100% thé. C'est un peu ta Madeleine de Proust. Exactement. Alors, j'aime bien commencer par cette petite question pour comprendre d'où part mon invité. Tu étais quel genre de petite fille? Écoute, j'étais espiègle, je pense. J'étais espiègle, déterminée, aussi un peu à part. Mais en fait, avec une famille, comme j'étais entourée d'une famille de créatifs qui m'ont permis de m'accepter comme j'étais. Et donc, du coup, j'ai grandi différente des autres, mais sans le prendre comme une tare. C'était vraiment quelque chose où, au contraire, tu peux être différent, mais mes parents étaient extrêmement différents, donc il fallait déjà que j'accepte d'avoir des parents différents parce qu'on sait que quand on est petit et qu'on voit son père porter des jupes japonaises, à l'époque, c'était pas encore courant, on n'était pas encore dans les tendances, il était un peu avant-garde. Donc, du coup, j'étais là, OK, ne m'amène pas à l'école. Ne m'amène pas à l'école. Et du coup, vite. Donc, du coup, ça m'a appris à respecter la différence. Et puis en fait, finalement, c'est ma différence qui a fait que là où je suis aujourd'hui. Exactement, mais il faut le dire parce que tes parents, ce sont des artistes, ta maman était mannequin, ton papa a travaillé dans le cinéma, donc c'est clair que quand on a une enfance comme celle-ci, soit on est vraiment marginal parce que c'est un monde qui est quand même à part, ou soit au contraire, comme tu le dis si bien, on arrive à avoir une ouverture d'esprit parce que on côtoie des gens avec des multiples facettes, et je pense que toi, tu as eu cette chance de te dire, ok, finalement le monde c'est plein de personnes différentes, il faut que j'embrasse tout ça. Exactement, et j'ai été quand même privilégiée parce que mon père, Roger Rombinel, qui était l'un des premiers directeurs de cinéma martiniquais, qui a fait partie de toute cette mouvance qui était à l'origine du CERMAC et qui faisait partie des leaders culturels du pays, a fait que j'étais entourée de
leaders d'opinion, que ce soit Césaire, que ce soit tous les hommes, les intellectuels de la Martinique étaient dans notre salon et étaient des amis. Donc du coup, ça a fait ce savant mélange où oui, je comprenais bien l'univers créatif. J'avoue que j'avais un côté qui était un peu plus business que mes parents, parce que je vois aussi les difficultés d'être un artiste. Hein. C'est quelque chose, quand on voit ses parents évoluer, on a plusieurs solutions. C'est parfois on répète ce qu'ils sont. Oui. Aussi, on voit aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et du coup, quand j'ai vu comment c'était aussi difficile d'évoluer en tant qu'artiste ou même créatif, sur les Antilles, parce que ça reste un territoire qui était petit, bien qu'à l'époque c'était un peu plus ouvert sur la Caraïbe, où on avait beaucoup plus d'échanges. Mais quand j'ai vu que c'était difficile, j'ai compris très vite que oui, je voulais être une créative, mais le côté business de la création était quand même important pour moi. J'adore ta façon de voir les choses parce que finalement tu prends le positif de chaque chose en te disant ok, j'aime ça, mais ça va peut-être pas le faire si je suis à 100% dedans, donc je vais aussi faire ça parce que finalement l'alliance des deux va me permettre de me construire pleinement quoi et de faire un truc kiffant. Et puis exactement, et puis finalement l'idée, et c'est ce que j'espère au quotidien en faisant mon travail ou juste en vivant, juste dans mon quotidien, c'est d'inspirer les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire sans se poser de questions. La vie est courte. On l'a vu justement cette année. La vie est courte. Faites ce que vous... on n'a pas besoin on n'est pas là pour plaire aux gens, on fait pour être épanoui soi. Et donc du coup c'était un peu l'idée, c'est je fais ce que j'ai envie de faire et je teste plein de choses différentes. Je peux réussir, je peux aussi ne pas réussir, mais en fait j'apprends et en fait et vraiment je crois que c'était l'un des éléments essentiels parce que j'ai eu quand même une carrière assez éclectique. On va en parler justement. J'ai une carrière assez éclectique, mais c'est juste parce que j'ai osé faire ce dont j'avais envie de faire. Même si je connaissais pas, j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, l'apprentissage, même par soi-même, ça reste quelque chose d'important, de valorisant, d'épanouissant. Et je crois que c'est l'essentiel à retenir. C'est vraiment aujourd'hui, je sais que je fais partie des gens chanceux dans ce monde où je vis la vie dont je rêvais et après mes rêves évoluent, mais je vis la vie dont je rêvais. J'avais ce rêve américain et finalement je vis mon rêve américain. Mais je ne me limite pas à ça parce que comme tu le vois parfois sur mes réseaux sociaux, sur Mensara, je reste, comme je dis, Caribbean to the bone, tu vois, je reste une Caribéenne, même si je vais dans des restaurants côté, mon poulet boucané, mon autre coco me manque quotidiennement, ou en tout cas au moins tous les dimanches. Donc, on peut être tout ça à la fois, en fait. On va revenir justement sur ton parcours qui est juste incroyable, mais je vais rebondir sur ce que tu disais. Si des parents nous écoutent, toi justement tu dis que tu as baigné dans un univers qui t'a permis de comprendre certaines choses, de comprendre ce qui t'entourait, de comprendre les gens. Est-ce que tu penses quel serait ton conseil pour un parent qui a un enfant aujourd'hui et qui se dit, tu sais, en France, dans la francophonie, on a tendance à mettre les gens dans des cases en disant non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est encore ancré. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un parent qui t'écoute et qui se dit ouais mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Moi je suis pas artiste, je fréquente pas forcément des gens qui sont peut-être intellectuels, des choses comme ça. Comment on fait quand on a un enfant et lui donner les clés pour que justement il ait cette ouverture d'esprit sur le monde? Je t'avouerai que je suis pas vraiment une donneuse de leçons sur ça. Bien sûr, avec ton expérience. mais de mon expérience, ce que je vois avec mon fils, par exemple, mon fils a principalement grandi ici aux États-Unis, mais il se considère absolument martiniquais, caribéen, ce qui est assez intéressant. Mais c'est surtout que je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Par contre, ce qui est important, c'est je lui montre plein de choses différentes.
Donc il est en ce moment, il est fan de baseball. Donc du coup, il va faire son baseball. Mais à côté de ça, on va lui montrer de l'art, de la danse. On va vraiment l'exposer à tout pour savoir. En fait, c'est quand on s'expose un peu à tout qu'on va découvrir ce qu'on aime vraiment. En fait. Donc l'idée, pour en tout cas dans son jeune âge maintenant, c'est de l'exposer au plus de choses possibles, au plus de culture possible. Je crois que pour nous, c'était l'essentiel dans l'éducation de Tyrone Khan. C'est vraiment de l'exposer à toutes les cultures, parce que finalement, là, il est dans la culture américaine, mais à la maison, on parle essentiellement français, donc comme ça, il reste quand même francophone. Il est profondément attaché aux Antilles. En même temps, il est né à Paris. Enfin, on essaie vraiment, il voyage régulièrement avec nous, même pour le travail. Si je vais à Londres pour 2 jours, il viendra avec moi. Vraiment, on essaye au maximum. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, il a 6-7 ans, donc il commence une scolarité qui est un petit peu plus stricte pour les voyages. Mais l'idée, à la base, c'était de découvre le monde avec nous. C'est vraiment ça, c'est découvre le monde et comme ça, ton enfant, il aura l'esprit ouvert. Et il pourra faire les choix qui lui plaisent. Ouais, et l'épanouir des possibles. Exactement. Alors, à remonter encore un petit peu le temps, comment se passent tes études? Est-ce que ton parcours était déjà tout tracé, malgré le fait que tu sois entouré d'artistes, tout ça? Est-ce que jeune, tu t'es dit, OK, moi, je vais faire ça et ça va être ça, et que finalement, tu es devenu ce que tu voulais être? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'au fil du temps, tu t'es découverte plein de choses et puis la vie a fait qu'aujourd'hui, tu es où tu es? Pour être honnête, en fait, oui et non. Oui et non. Pourquoi? Donc, j'étais au lycée de Bellevue, en Martinique, où j'ai fait lettres et arts avec une option cinéma. Donc, du coup, finalement, la carrière artistique a toujours finalement été ancrée quand même dans le parcours que j'ai commencé. L'un de mes premiers métiers, j'ai travaillé dans une société de production qui s'appelait Focal Production, qui faisait du clip vidéo. Donc finalement, j'ai su passer par ce qui est l'équivalent du cinéma, mais de manière urbaine et contemporaine. Ça m'a aidé à comprendre aussi l'industrie de la télévision, du tournage. Donc ça m'a introduit aux médias. Et finalement, c'est là où on voit que c'est le cumul aussi de la découverte de d'autres métiers amène au chemin qu'on veut finalement parcourir. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, que ce soit dans la création d'une marque de bijoux ou de diriger un média, finalement, c'est le cumul de toutes ces expériences qui fait que je peux te faire une musique vidéo, je peux aussi faire une émission de télévision, je peux faire aussi une émission de radio, je peux créer carrément une chaîne de télévision. Donc du coup, c'est tout ce cumul d'expériences qui fait qu'on a une expertise qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Et mon vrai rêve d'enfant quand je faisais mes études, c'était d'être décoratrice d'intérieur. Et finalement, je le fais aussi en parallèle puisque j'ai créé Apolline Martinique. Et tout ça avec ce qui est le plus important pour moi, c'est rester proche de ma créolité, de mon identité. Donc du coup, parce que franchement, je pense qu'on a une qualité de vie, un art de vivre qui est tellement important et on s'en rend même pas compte, mais qui est extrêmement précieux quand on est dans un univers, disons, plus hostile. on voit que finalement, elle est douce, la vie aux Antilles. Mais je crois qu'on le réalise quand on part, quand on a la chance de voyager et de voir ce qui se passe à l'étranger, notamment dans des pays qui sont moins chanceux que nous en Martinique, parce qu'on est toutes les deux martiniquaises. C'est vrai que là, on se dit, comme tu le dis très bien, on a de la chance quand même. Mais c'est vrai que quand on est dans son petit cocon, qu'on ne part pas de son île, on n'a peut-être pas cette notion de j'ai de la chance de pouvoir le dimanche prendre un bateau, aller faire une sortie ou juste me réveiller avec la vue de la mer. On n'a pas c'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais ça change. Ce sont des choses acquises. Exactement. Et donc, effectivement, donc c'est important de s'exposer, d'avoir de l'expérience et d'être ouvert sur le monde. Mais c'est aussi important de savoir la qualité de vie folle qu'on a là-bas.
Tu commences ta carrière professionnelle à 16-17 ans, très jeune, et tu embrasses la carrière de mannequin. Alors, à l'âge où les filles commencent à peine à se découvrir, à comprendre qui elles sont, toi, tu plonges dans un univers que je trouve impitoyable et surtout de jugement. Comment se sont passées ces années? Est-ce que tu l'as bien vécu? Et surtout, quelles leçons en as-tu tirées? Ah, c'est horrible. Non, pour être honnête, c'est marrant parce que la société a beaucoup évolué par rapport à ça. Donc effectivement, on rentre dans un univers où c'est vrai qu'effectivement, pour pouvoir, à l'époque, on va pas donner de timeline, comme ça évite de donner mon âge. À l'époque, c'est vrai que aujourd'hui, pour éventuellement avoir une sortir du territoire, pour voyager, pour avoir un succès, c'était un peu une méthode facile, le mannequinat, c'est accès assez accessible et on peut avoir une ascension assez rapide. Donc, pour moi, c'est aussi arrivé de manière naturelle parce que j'avais déjà fait du mannequinat très tôt, très jeune, puisque ma mère était mannequin elle-même. Et à l'époque, elle avait une agence de mannequins qui s'appelait Martinique Mode Experience, où beaucoup de mannequins, et mon père était chorégraphe pour Mounia. Donc, Mounia, par exemple, c'était la première personne qui m'a offert mon premier chiot, je pense, à 7 ans. Donc, j'ai grandi avec elle. Donc, j'ai grandi dans un univers où le mannequinat était quelque chose assez accessible pour moi. Je suis allée naturellement dedans. C'était pas quelque chose de forcé. Par contre, c'est vrai que c'est un univers qui, à l'époque, il faut aller avoir un certain poids, une certaine taille. Maintenant, le monde a changé. Le monde est dans une révolution depuis 3-4 ans. C'est quelque chose même qu'on a vite compris avec ma mère quand on a lancé le projet Martinique Queen, qui était un concours de beauté. Exactement, on était les premiers à vraiment donner la chance à des filles avec des locks, avec des filles avec des cheveux naturels. Quand à l'époque, tout le monde voulait lisser les cheveux d'une fille parce que c'était le critère de beauté, on a voulu casser ces codes. Ça a dérangé parce que ça dérange la société de changer. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai découvert dans ma carrière, c'est que quand on veut faire changer les choses, on peut déranger. Et et ça ne se fait pas forcément dans la manière la plus douce. Les gens n'aiment pas le changement. Et moi, je crois profondément que le monde change et évolue, c'est naturel parce que la société change et évolue. On ne peut pas utiliser les mêmes règles qui étaient appliquées à 10 ans, qui étaient appliquées il y a 20 ans, ou encore ici, quand on voit sur les États-Unis les problèmes, les tensions raciales. C'est la preuve que les gens veulent rester à une époque qui n'existe plus. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on a accès à l'information, on sait que ça n'existe plus. Et pour revenir aux critères de beauté et à l'univers, qui est un univers difficile, qui est l'univers du mannequinat, c'est quelque chose qui, oui, m'a aidé dans ma carrière parce que ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de construire un réseau, de découvrir l'Asie. Qui était vraiment, quand j'étais aux Philippines, les Philippines, c'est ma destination coup de cœur où j'ai toujours d'amis. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Et donc, du coup, oui, ça a été une partie importante de ma vie. Par contre, c'est vrai que c'était aussi une partie où on se remet en question sur ce qu'on est, à quoi on ressemble. Personnellement, je me préfère la femme que je suis aujourd'hui que la femme que j'étais il y a 10-15 ans. Mais c'est quelque chose parce qu'on apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer, on apprend aussi à savoir ce qui est bon pour soi et finalement la différence, ce n'est pas un problème. Justement, on revient sur Martinique Queen. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept innovant que tu as créé avec ta mère en Martinique? Qu'est-ce que c'est et surtout comment ça a été accueilli dans une petite île comme est la Martinique? Comme je dis, les gens n'aiment pas le changement. Mais qu'est-ce qui dure que ça? C'était en fait quand on est arrivé à la base, on a eu l'opportunité par rapport à l'univers du mannequinat, on a eu l'opportunité à travailler sur l'univers des concours de beauté. On a travaillé avec le concours Miss Caraïbes International
ou c'était Miss Caraïbes Hibiscus, le nom exactement, Miss Caraïbes Hibiscus à Saint-Martin. Donc, du coup, on était en contact avec les Miss de Bolivie, Colombia. Donc, on a découvert cet univers du concours de beauté. On s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal pour les Antilles française. Donc du coup, à la base, on avait créé Miss Martinique International, ce qui a absolument à l'époque dérangé Miss France, qui disait vous êtes française, non, vous n'avez pas le droit d'envoyer une candidate à un concours international. Et en fait, il s'est avéré qu'absolument pas. Ah oui. Mais ça, mais n'empêche que ce qui est l'ironie du sort, c'est que on avait absolument le droit de le faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait. 10 ans plus tard, ils ont tous ils font des concours de beauté. Mais à l'époque, on avait juste le monde un peu contre nous pour dire non, vous êtes français avant tout. Qu'est-ce que c'est? Et finalement, non, on est parti à Miss Monde, on est parti à Miss Earth. On a vraiment eu le respect. On a eu des succès. Que ce soit Ingrid Littré à Miss Monde, on a vraiment eu des grands succès et le respect des plus grandes organisations sur la manière dont on choisissait les filles, dans la manière dont les filles arrivaient préparées. On a travaillé avec les meilleurs designers, on a fait vraiment notre maximum pour amener le meilleur, mais toujours en dérangeant. Et c'est vrai qu'on a fait 10 ans, on a aussi amené le premier concept de télé-réalité qui suivait un concours de beauté. Vraiment, on était vraiment les premiers à amener le concept Martinique Queen à la télé où les gens suivaient le quotidien de la préparation des candidates. On a vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, d'énergie. On a envoyé je crois qu'on a fait voyager plus de 80 filles en tout, en 10 ans. C'est vraiment, c'était vraiment l'idée, c'était de les exposer au maximum et après qu'elles puissent faire leur carrière. Ça se fait bien sûr, diriger une organisation pareille. Ça demande des fonds. 2, ça prend énormément de temps. 3, culturellement, c'est ce qu'on dit une évangélisation du marché, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer les gens sur ce que c'est. Aujourd'hui, apparemment, les gens sont beaucoup plus réceptifs puisque les gens maintenant ils suivent le modèle. La seule chose, c'est que moi, personnellement, pour ma carrière, ça me prenait énormément de temps et d'énergie. Et j'ai à un moment donné, je me suis dit, c'est dommage, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Je vais me concentrer sur ma carrière à moi. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu arrêté de manière soudaine. C'est que, fallait que je rentre de manière régulière en Martinique. J'étais déjà pas installée en Martinique. Et finalement, j'ai dit, moi, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Le temps passait. L'âge aussi, c'était le moment de choisir une carrière professionnelle. Et finalement, c'est comme ça que je suis partie vraiment sur les États-Unis. Mais ça a quand même duré 10 ans, c'est-à-dire que tu ne lâches rien parce que tu dis ok, à un moment j'ai pensé à moi, mais ça t'a quand même pris 10 ans pour te dire non, je veux créer quelque chose pour la Martinique, on peut y arriver. Et moi, la question que je me pose, c'est comment, quand on est aussi jeune, parce que t'as entrepris tout ça, t'étais quand même très jeune, comment on arrive à faire bouger les lignes d'une institution qui est tellement ancrée? Parce que c'est vrai que quand on est une île, je crois que les générations, c'est peut-être plus difficile que quand on est un grand pays avec des grandes villes où les choses bougent peut-être plus vite. C'est vrai qu'une île, les choses sont ancrées de génération en génération. Et comme tu le dis, filmer des filles qui veulent devenir mannequins, déjà à l'époque, à part Miss France, on n'en avait pas beaucoup et on parlait pas de mannequinat. Et toi, t'arrives, tu veux changer tout ça. Comment, dans quel état d'esprit tu es en te disant non, je vais y arriver? Et comment tu fais pour persister pendant 10 ans? C'était quoi ton mindset? En fait, déjà, je me suis jamais dit que je n'allais pas y arriver. C'est la base. Ok. Donc, et je pense que jusqu'à présent, c'est le mindset que j'ai toujours. C'est que si j'essaye pas, je ne peux pas savoir si je vais y arriver ou pas. Donc déjà, c'était ça. Après, si tu regardes bien dans mon parcours,
quel que soit ce que j'ai fait, je suis profondément attachée à mes racines, à ma culture. J'ai un amour pour la Martinique, pour Fort-de-France, qui est profond, hein, qui est sincère, et donc du coup, ce qui peut faire, quel que soit le prix, finalement, ce qui peut faire avancer les gens qui viennent derrière moi, parce c'est la vie, ce n'est qu'un passage au moins déterminé sur Terre. Si je peux faire quelque chose qui va aider les gens après moi, c'était le plus important. Et c'était vraiment ça mon mindset. Ce qui était aussi important, c'était même si les gens avaient du mal à le comprendre, je me suis dit qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre. Au bout d'un moment, parce que c'est une question de raison, quoi. C'est la société, et au bout d'un moment, ils vont comprendre quel était l'objectif, d'être plus caribéen, d'être ouvert sur la Caraïbe, d'être ouvert sur le monde, parce qu'on a une éducation où on a voulu je suis française, il n'y a pas de problème, mais on a voulu nous éduquer de manière très française vraiment en annulant la notion de territoire où on est, en fait. Et donc, l'idée, c'était, alors que Sainte-Lucie, c'est à 10 minutes de vol, quoi. Donc, quand je parle ici à New York à des Haïtiens, les Martiniquais, c'est vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'on connaît le compas, c'est à l'intérieur de nous. C'est la base. On a le zouk et puis après il y a le compas. On a le zouk et on appelle le compas. Et pareil, si on parle à des Haïtiens, ils te parlent de cassave comme s'ils étaient Haïtiens. Bien donc, sûr. J'étais consciente du monde qu'on avait autour et c'était pour moi juste naturel. C'était juste naturel et je me suis jamais posé la question, est-ce que je n'allais pas réussir? Je n'ai pas réussi tout ce que j'ai entrepris, mais en fait, ce que j'ai réussi, c'est à apprendre de tout ce que j'ai tenté à faire. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient que la partie, ils voient souvent la partie célébrité, glamour. Ils oublient la quantité de travail. Parce que c'est pas ce qu'on montre aussi. On montre souvent qu'on a l'impression que c'est facile, que tout ce que l'on a, on l'a comme ça en claquant des doigts. Alors qu'en vrai, je suppose qu'il y a beaucoup d'heures de travail, et notamment pour toi qui a une vie juste incroyable. Mais c'est vrai que les gens ne le voient pas, ça. Après, c'est peut-être aussi, faut prendre une part de responsabilité dans ce qu'on fait. C'est que je n'expose pas. Finalement, si on regarde bien, au fond, je suis relativement privée sur ma vie. Je travaille. La majorité des projets sur lesquels je travaille sont souvent confidentiels jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc, du coup, ça fait que je ne partage pas le process parce que c'est souvent confidentiel. Et je t'avouerai que quand le projet sort, je suis déjà sur un autre projet, donc en fait, j'oublie de le partager. Je regarde, par exemple, le projet Apolline Martinique, qui était donc construire cette maison d'hôtes sur les hauteurs de Fort-de-France. C'est juste magnifique. Je me rappelle quand je suis arrivée, c'était vraiment des ruines, hein. On ne voyait pas la vue. Et je me suis dit bon, c'est un gros boulot, c'est un beau chantier. Je n'avais jamais fait quelque chose de cette envergure. D'accord, j'avais fait des bureaux, j'avais fait des intérieurs, mais j'avais jamais fait quelque chose de cette envergure. Et donc du coup, j'ai commencé, je l'ai fait tout doucement. C'est un chantier qui a pris bien 1 an de ma vie. J'avais mon petit garçon tous les jours qui venait dès qu'il pouvait avec moi. Avec mon mari, on est venu en Martinique, on a fait des allers-retours, mais j'étais principalement aux Antilles pendant presque 1 an sur ce chantier. Je crois que quand ça a ouvert, venais d'être engagée chez Trace, donc du coup, j'ai même pas communiqué quand c'est terminé. Tu as réalisé que tu avais fait ça. J'ai juste fait et j'ai dit ok, c'est bon, c'est terminé. Je suis passée à la prochaine chose. Et c'est vraiment, je crois que
c'est dernièrement que j'ai vraiment communiqué dessus, où j'ai montré les photos du process, de comment ça a été fait. Ouais, Mais tu sais, coordonner mal chaussé, je sais. euh, c'est moi qui ai construit le site internet d'Essence ou même construit le site internet de Trace. Je n'ai pas de site internet. D'accord? Ah Je n'ai pas de site internet. Je n'ai pas le temps de faire un site internet pour moi. Je suis occupée à faire des choses pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai que du coup, je n'ai pas d'endroit où on voit vraiment ce que j'ai fait, ou que ce soit même j'ai designé des téléphones mobiles qui sont vendus sur le marché. Je n'ai même pas, c'est impossible. Ou même des choses toutes bêtes. Je sais qu'aux Antilles, les gens utilisent la marque Activilon Paris, ouais, qui est la marque de je vais cosmétiques. utiliser. Et toutes les bouteilles de shampoing qu'ils utilisent, c'est moi qui les ai designées depuis 10 ans. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas. Ouais, on le sait pas, mais ouais, mais en fait, je ne suis pas très bonne à communiquer. Je suis bonne à faire pour les autres, et c'est vrai que faire cette marque m'a obligée un peu à me reconcentrer pour communiquer. Mais ça me permet aussi de le faire avec une distance. Faire mon lu, je le fais avec une certaine distance, donc du coup, j'arrive à communiquer. Justement, on va parler de ta marque tout à l'heure. Là, je reviens sur justement toutes les casquettes que tu as. Tu es maman, épouse, tu travailles pour un grand groupe. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Tu es une femme d'affaires, ça, on l'a compris. Comment tu fais au quotidien pour gérer toutes ces casquettes? Je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. T'es quelqu'un d'organisé? Je suis très organisée. Ok. Surtout, je ne compte pas les heures de travail. C'est quelque chose où les gens réalisent pas. Dans cette maison, chez moi, on n'est pas aux 35 heures. que les choses soient claires. On travaille jour et nuit. Exceptionnellement, on prend des vacances. Vraiment de manière, on s'oblige désormais à prendre des vacances avec mon mari parce qu'on a notre fils. Ouais. Et en fait, du coup, ça nous oblige à prendre des vacances pour qu'il lui aussi il ait des vacances pour lui. Mais avant ça, on ne prenait pas de vacances, vraiment. Même quand on voyage et qu'on essaye de lier l'utile à l'agréable, on a toujours quelque chose derrière. C'est-à-dire que même si on va aller à Saint-Barthélemy pour les fêtes de Noël, on va faire une récolte de fonds pour The Heart Fund, qui est l'organisation humanitaire de mon mari. Donc, on va toujours trouver quelque chose à faire, même pendant les vacances. Donc, pour que tu comprennes bien, et les gens ne le savent pas, pour mon voyage de noces avec mon mari, on allait en voyage humanitaire pour opérer les enfants au Cambodge. Donc, tu comprends que on n'est pas une famille typique. On est vraiment très focus sur le travail. Et en tout cas, quand je dis le travail, c'est pas forcément au sens pur de travailler pour quelqu'un. C'est vraiment en tout cas, d'être engagé sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on est conscient que le temps passe vite, et donc on essaye de faire le maximum de choses. Ouais, parce que justement, moi, quand je t'entends parler de travail, j'ai plus l'impression que tu parles finalement pas de travail, mais juste de choses que tu kiffes, de choses que tu aimes, et ton temps, finalement, c'est faire en sorte que ces choses que tu aimes se réalisent. Donc, et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et tu es l'exemple parfait de OK, tous les jours et pendant de très longues heures, je bosse, mais finalement, c'est quelque chose que j'aime. En fait, je fais des choses que j'aime. Est-ce que c'est vraiment ça? Oh, c'est complètement ça, dans le sens où, par contre, je sais ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire que je ne fais que ce qui me plaît. J'ai eu la chance, professionnellement, de ne faire que ce que je voulais faire. Et donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas l'impression de travailler, parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Je crois que c'est vraiment une notion super importante, hein, de faire ce que, en termes d'épanouissement, finalement, on s'en rend compte quand même que, allez, 70% de notre vie, on travaille, hein,
Donc, c'est important de faire ce qui est important pour soi et qui nous épanouit. C'est l'une des seules choses et je crois que c'est pour ça aussi que je fais plein de choses différentes, c'est que finalement, c'est juste pouvoir toucher à tout, de ne pas m'ennuyer, de ne pas m'ennuyer. Et c'est vrai que parfois, quand je parle, même là, quand je fais rarement une interview comme ça où je parle de mon intimité ou de ma vie, euh, c'est vraiment quand je parle que je réalise, ah, c'est vrai, j'ai fait ça. Et j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies et c'est ce qui est super, super passionnant, c'est que je sais que même ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Il y aura peut-être quelque chose de complètement différent dans un an. J'en suis persuadée. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, c'est travailler pour le groupe média Essence Ventures, une véritable institution aux États-Unis et pas que d'ailleurs. Et tu es en charge du département création et contenu. Comment tu es arrivé là-bas? Parce que ça, on est d'accord que ça, c'est vraiment le rêve américain par excellence. Complètement, complètement. Et c'est vrai que quand j'étais... Donc, à la base, comment je suis arrivée là, c'est une manière très simple. J'ai été engagée à l'époque par Olivier Laoché pour le groupe Trace, où j'étais Chief Brand Officer, donc un poste exécutif dans la scène de groupe Trace Monde, donc où j'ai pu faire le rebranding. Rebranding, ça fonctionne aussi en français, je crois. Hein. Oui. Ouais, j'ai fait le rebranding de tout le groupe. Et pour ces 21 chaînes de télé, ces 7 radios, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est moi qui ai recréé l'image de la marque. Même que ce soit les sites internet et même leur plateforme de vidéo on demand qui est TracePlay, c'est quelque chose l'UX, UI, c'est-à-dire le design, pour les gens qui ne parlent pas technique, pour l'interface que les gens utilisent sur ces applications, que ce soit l'application Trace Radio, que ce soit l'application Trace Mobile en Afrique du Sud ou l'application TracePlay, qui est une application de vidéo on demand et de radio. C'est l'interface, c'est moi qui les ai designés. Okay. Ce qui fait que ça m'a donné une véritable expertise sur plusieurs choses. Un, sur la transformation digitale d'un média. Deux, sur un rebranding du marque média à grande échelle, puisqu'on parle de quand même 80 millions d'abonnés payants pour le groupe Trace. Et autre chose, l'expertise globale de la communauté noire, c'est-à-dire comprendre les marchés africains, mais dans leur niche, c'est-à-dire que faire la différenciation entre un marché nigérian et un marché d'Afrique du Sud, faire la différence, vraiment avoir cette nuance sur les communautés noires dans le monde. Et de ça, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui ont aussi cette expérience. J'ai été repérée pour refaire la même chose pour la marque Trace, Essence du moins, qui est une institution effectivement américaine, hein, qui a un magazine qui a 50 ans, où à la base, ils m'ont contacté pour refaire leur rebranding, pareil, de leur groupe, parce que c'était une marque aussi un peu conservatrice. Et donc, du coup, ils voulaient, s'ouvrir sur le monde, deux, rafraîchir leur image. Donc, du coup, pendant là, je crois que ça fait ma 3e année dans le groupe. J'ai été Chief Content and Creative Officer pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été promue au Global Chief Content and Creative Officer dans le groupe, où du coup, je m'occupe non plus seulement du Essence Magazine, mais aussi d'autres marques comme Afropunk, Naturally Curly. On a plein d'autres marques. Et donc, du coup, pareil, donc je fais ce rebranding et cette stratégie pour être contemporain, être ouvert sur le monde, look good, tu vois, être beau, vraiment que ce soit aussi visuellement intéressant et parler à tous les âges. Et vraiment, c'est ce que j'ai essayé d'intégrer en arrivant dans ce groupe. C'était tout ce qui est inclusion des minorités. Et quand on dit inclusion des minorités, quand on a commencé cette conversation où je te parlais d'accepter les différences, c'est les différences culturelles, les différences de taille, de peau, de genre, que ce soit
les droits pour, comment on dit LGBTQ, pour en français. Oui, Et ça aussi. voilà, donc du coup, c'est faire la première couverture. J'avouerai que je suis assez surprise du succès que j'ai rencontré, parce que j'ai fait vraiment que des choses auxquelles je croyais profondément, que ce soit mettre le premier homme noir gay en couverture du magazine, que ce soit Billy Porter, faire la première couverture photo faite à l'iPhone pendant le temps du Covid par Naomi Campbell, faire Serena Williams se faire peindre le visage pour la couverture d'un magazine. Enfin, vraiment, j'ai fait vraiment des choses, des projets que je croyais à 100%. Pour faire cette couverture avec Rihanna, c'était une négociation de près de 2 ans avec ses équipes. Les gens ne réalisent pas le temps, le process. Évidemment. Mais c'était vraiment, c'est assez extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les plus grands succès du groupe Essence et les couvertures qui ont eu le plus de succès sont les miennes. Je suis super flattée parce que à la base, mon objectif, c'était juste de partager des histoires qui étaient différentes. Mais de le faire avec, comme tu vois, mon approche sur la création a toujours cet aspect aussi, le faire avec intelligence, comprendre le moment, le timing. Je pense que c'est le timing, c'est toujours très important. Quel est le bon moment pour faire passer un message et comment le faire passer pour être accepté par le plus grand nombre. Surtout que Essence, excuse-moi de te couper, surtout qu'Essence, comme on disait, c'est une institution qui est née dans les années 70. Donc, il y a très certainement des gens qui ont un certain âge, qui sont toujours adeptes de ce groupe. Et je trouve que c'est quand même un jeu d'équilibriste de faire en sorte que ces gens ne partent pas et en même temps, comme tu le dis, d'être dans son temps et de montrer des choses actuelles pour aussi attirer une population plus jeune. Complètement. C'est exactement ça. Et c'est un process qui prend du temps et comme je disais au départ, les gens n'aiment pas le changement. C'est rassurant ce qu'on connaît. Ouais, c'est rassurant d'être dans un univers qu'on connaît. Mais en fait, comme je dis, j'aurais bien aimé. C'est important d'apprendre à se connaître. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai intégré à l'intérieur du magazine les diasporas, tout doucement, mais sûrement. Par une page, le rajouter sur le site internet, le rajouter quand on a des événements comme Black Women Hollywood, être sûr que leur dire on va pas prendre que des célébrités américaines, qu'on va amener des actrices qui viennent des diasporas anglaises. C'est toujours amener cette petite nuance pour leur dire écoutez, on va toujours essayer de s'ouvrir sur le monde. Et ça se ne fait pas facilement. Ce n'est pas accepté facilement. Parce que l'Amérique, c'est le centre. On n'a pas besoin des autres, finalement. Exactement. Et c'est un travail d'éducation. Hein. C'est vraiment ça. C'est un travail d'éducation. Et comme ils ont réussi finalement à aimer l'afrobeat avec Wizkid, en fait, on amène aussi doucement dans d'autres univers. Mais doucement mais sûrement, doucement mais sûrement. Et j'avoue que moi, je suis un peu rapide sur les choses. Parce que comme je dis, on a un temps qui est limité sur cette terre, donc mais même moi dans le process, j'apprends comment quel est le pourcentage où les gens sont prêts à accepter du changement ou pas, et comment est l'art et la manière faire accepter le changement. Et moi, ce qui me bluffe, c'est que tu fais rentrer les diasporas et tu as parlé de la Martinique aussi. Complètement. Et justement, comment t'arrives à faire intégrer l'idée que il y a un petit caillou là perdu dans l'océan et ce serait quand même cool qu'on en parle. Comment tu fais intégrer cette idée à Essence? Alors, petite parenthèse, je pense qu'on est ce caillou, c'est peut-être le caillou le plus important du monde. Mais clairement. Clairement. Non, mais je le dis, je crois que je l'ai dit dans une interview, je pense que être
si je n'étais pas martiniquaise, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est ta Pourquoi? force. C'est ma force. Et on est quelques-uns à faire partie, à être successful, et les gens ne le voient pas forcément, parce que ce ne sont pas forcément des métiers exposés comme le mien. Mais on est quelques-uns quand même à avoir des carrières assez importantes à l'international. Pourquoi on a ce plus? C'est on est caribéen. Donc on a on comprend les cultures latines, les cultures anglophones qui sont autour de nous. Mais on est aussi français, donc on comprend la culture française et européenne. Donc vraiment cette ouverture sur le monde est un vrai plus professionnel. Ok. Culturellement, c'est vraiment un plus professionnel parce que et ça amène culturellement quelque chose aussi d'assez intéressant à montrer aux Américains. Mais c'est quelque chose qui est valable pas que pour la Martinique, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est caribéen dans l'idée. Mais c'est vrai qu'on a ce petit plus qui fait que on a besoin d'être mis en avant. Ou peut-être que je suis complètement chauvine et je ne suis pas objective, mais au pire, Mais je l'accepte. je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, j'adore ce que tu viens de dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast, et le simple fait que toi, qui es réussi, qui soit vraiment au sommet d'une institution, qui arrive à dire ma force c'est d'être martiniquaise, je trouve que c'est un message qui est super fort pour ces jeunes qui ont l'impression qu'en étant en Martinique ou de la Martinique, c'est une faiblesse. Tu montres, tu es l'exemple que, au contraire, c'est ta force, et tire-en du positif. Tire-en du positif parce que tout ce que tu incarnes, tout ce que notre île nous apporte, finalement, c'est un plus par rapport aux autres. Et ça, je trouve que ce discours est juste génial. Écoute, je cherche pas à avoir de discours, mais en fait, l'idée, c'est lead by example. Donc, c'est de montrer le chemin en étant un exemple. Je ne sais pas si j'étais un exemple, parce que j'ai aussi fait des erreurs, mais en fait, comme tout le monde, mais pour être certaine, j'apprends de mes erreurs et, et de regarder que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi se limiter? Je vais rebondir sur ça parce que c'est pas la première fois que tu le dis. Tout est possible, et tu pars du principe qu'il faut essayer pour savoir si on peut ou pas y arriver. Est-ce que tu n'as jamais eu peur? Est-ce que t'as pas peur? Ou est-ce que c'est j'ai peur de plein de choses. C'est vrai? Et en fait, plusieurs. Alors, première chose, je n'avais pas peur jeune. Et je pense que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question de comment j'ai fait, quel était mon mindset, comme je te disais, j'ai jamais eu l'impression que je ne pouvais pas réussir. Oui, donc du coup, c'est beaucoup, je vais dire, de l'inconscience. Hein? Quand tu es pas consciente du danger, tu y vas. Donc du coup, j'ai essayé et ça a marché. Donc du coup, c'est un peu l'idée, je n'étais pas consciente. Effectivement, je découvre qu'avec le temps, j'ai un peu plus peur. Pourquoi? Parce que les enjeux à chaque fois deviennent de plus en plus importants, tu vois. Et donc on commence à être consciente de la prise de risque et de l'impact de la prise de risque. Je pense que ça impacte un petit peu aujourd'hui mes choix, parce que je sais que ce que je fais est regardé, analysé. Donc ça limite ce que j'appelle l'authenticité. Okay. Et c'est quelque chose qui pour moi est très important, c'est de pouvoir rester authentique. Aujourd'hui, je suis la même qu'il y a 10 ans, je suis la même qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire que je regarde ce que je fais, mais c'est absolument génial, c'est un truc de dingue. Tu vois, j'ai toujours ce regard d'enfant sur ce que je fais, et je suis toujours émerveillée dès que je fais quelque chose de nouveau, dès que je rencontre quelqu'un de différent. Les gens me disent, mais tu réalises? Je fais non. Non, je réalise pas, et en fait, j'espère que ça va continuer longtemps, parce que ça fait que je ne suis pas blasée sur ce que je fais. Et aussi, j'essaie de ne pas donner de différence d'importance aux choses.
Et je D'accord. crois que c'est la clé. Euh, Ici aux États-Unis, tout est vraiment, ils veulent toujours compartimenter ce qu'on peut faire, pas faire, ce n'est pas au niveau. J'essaie de ne pas avoir ce rapport-là parce qu'on ne sait jamais qui sont les personnes qui sont face à nous Clairement. et quel est leur futur. Et parfois, c'est juste des rencontres. Si moi, on m'avait pas donné la chance, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, j'essaie de prendre le temps pour tout le monde. Ce qui n'est techniquement pas possible. Je suis très mauvaise et je m'excuse. Je profite de ce podcast pour m'excuser auprès de mes amis que je devais rappeler, que j'ai oublié de rappeler, que les anniversaires que j'ai manqués, parce que je suis très mauvaise sur ça. Mais j'y travaille. C'est le plus important. Mais j'y travaille. Sincèrement, j'y travaille. Mais c'est ça, de pas donner de donner à tout le monde sa chance, de ne pas juger. Et je crois que c'est vraiment ça, ne pas juger et de donner son soutien dès qu'on peut. Soit ce qui m'a si tu devais me poser la question de dire qu'est-ce qui m'a principalement manqué dans ma carrière et dans ma vie, je t'avouerais que j'ai quand même cette déception de pas avoir eu le soutien de mes compatriotes dans mon Ouais. adolescence. La femme que je suis aujourd'hui, c'est pas forcément. Aujourd'hui, les gens me contactent, je suis contente, je suis flattée, mais je suis la même qu'il y a 10 ans, je suis la même qu'il y a 20 ans. Mais je pense que Et tu vois, les choses évoluent et tu vois, ce que tu as fait avec, par exemple, Martinique Queen a permis aussi à certaines personnes, et moi, je vais te parler de mon cas, parce que nous, moi, je t'ai connue justement à cette période-là, donc c'était il y a très longtemps, et comme tu as dit, on va pas mettre de date, ça va être... voilà, mais c'était il y a très longtemps. Et tu vois, si je prends mon exemple, quand on s'est connus, moi, je me rappelle la première fois où je t'ai vue, et c'est l'une des rencontres qui m'a marquée, et je pourrais te dire, c'était à RCI, donc RCI, c'est une radio. Tu es arrivé, tu étais habillé tout de rose avec une mini-jupe magnifique, des talons roses. Et à l'époque, je travaillais juste pour l'été avec notre ami Charlie que nous avons en commun. Et je t'ai vu arriver et d'emblée, à l'époque, je peux le dire, j'avais 18 ans à l'époque. Et c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit où, moi, c'était la fête, où j'avais pas d'ambition parce que j'étais jeune et que, voilà, pour moi, j'avais encore le temps. Et c'est vrai que quand je t'ai vu arriver, et tu arrivais pour, il me semble, Martinique Queen, je me suis dit, mais c'est qui cette fille? Et c'est vrai que, tu vois, j'ai eu ce truc, mais c'est qui cette fille? Et en fait, je réalise que, en grandissant et en changeant de mindset, j'ai compris la femme que tu étais, j'ai compris ton travail, j'ai compris, tu as travaillé avec l'une de mes meilleures amies à Trace. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, cette meuf, c'est de la bombe. Mais ça, tu vois, c'est l'évolution. Parce que comme tu le dis, j'ai appris, j'ai ouvert des livres, j'ai essayé de voir le monde qui m'entourait et que j'ai pris conscience que, ben non, il y a des gens chez nous qui font des choses juste incroyables, mais si tu ne t'ouvres pas, ben tu comprends pas, en fait. Et je pense que, tu vois, ces gens qui, à l'époque, n'avaient pas conscience de ce que tu faisais, je suis certaine qu'aujourd'hui ils en ont conscience s'ils ont pris le temps d'évoluer. Et donc je comprends totalement que tu sois déçu que t'aies pas eu ce soutien, mais j'espère que aujourd'hui les gens qui nous écoutent se diront mais non mais voilà, on faut envoyer un message à Moana ou faut juste relayer son travail. mais c'est même pas pour moi. En fait, c'est pour prendre conscience de aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui arrivent, c'est hyper important, je pense, de soutenir les gens qui ont des initiatives dans notre pays, Ouais. parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont demain. D'accord? Clairement. Donc c'est plutôt ça mon message. Moi aujourd'hui, je t'avouerai que c'est vrai que ma carrière est faite, tu vois, ma carrière est faite. Je suis contente d'avoir le soutien des gens de chez nous. Mais est-ce que ça aurait pas été plus facile si j'avais eu le soutien des gens de chez nous? Bien sûr. Tu vois, Bien c'est sûr. surtout ça, cette approche-là. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je regarde à chaque fois ça. Je dis like, hey guys, tu vois, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien là. Ce serait été bien de soutenir. Et c'est pour ça, même moi, quand des gens me contactent pour être dans nos médias, je suis toujours contente de donner un contact. Je donne à mes journalistes, je donne à nos équipes, parce que ça peut être la star de demain. C'est-à-dire que Rihanna, elle a commencé quelque part. Bien sûr, bien sûr. Elle est le parfait exemple d'une fille des îles qui aujourd'hui, voilà quoi, clairement. Donc voilà. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit que tu avais encore ce regard d'enfant. Tu travailles pour un groupe qui reçoit
je pense, chaque minute des stars. On t'a vu avec Michelle Obama, avec Kerry Washington. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Alors, je crois que par contre, ça, c'est quelque chose qui est propre aux Antilles. On n'a C'est vrai. pas on n'a pas le phénomène de la starification. C'est C'est-à-dire vrai. que je pense que si tu mets Michael Jackson qui marche au marché de Fort-de-France, s'il était toujours là, je pense qu'il aurait pu marcher tranquille dans le marché de C'est vrai. Fort-de-France. C'est vrai. Tu vois. En fait, donc du coup, on a ce côté où on a tendance, à moins que les choses aient changé, parce que c'est vrai que je suis là de moins en moins, mais on a ce côté où on a, tout le monde est humain, si tu veux. Et donc c'est super, on est content, mais on n'est pas fan, tu vois. Donc du coup, je suis super contente quand je reçois des messages, que ce soit là, j'ai vu cette semaine, je vois je vois Kelly et Roland qui partagent les Oui, images de la j'ai vu. production sur ça. Trop bien. Tu vois, Trop je bien. me dis, et je lui envoie un message, je lui dis c'est trop gentil. Elle me dit mais tu rigoles, ce que tu as fait c'est génial, et tout ça. Et en fait, parfois je me dis, il y a Kelly Roland qui m'a envoyé un message. Ou tu vois, la dernière fois, j'étais avec mon mari, on est au lit, et mon téléphone sonne, et il le prend pour moi, il fait ah, il y a Naomi Campbell qui t'appelle. Je fais il y a Naomi Campbell qui Normal. m'appelle moi. Normal. Donc j'essaie de le prendre détendu, mais parfois j'ai ces moments où je fais oh, il y a Naomi Campbell qui m'appelle. Tu vois, Et et en donc, fait, après, tu redescends et hi. et là tu redescends, tu fais hey, comment tu vas? C'est extra. C'est extra. Mais c'est vrai que je t'avouerais que non, je kiffe comme si j'étais toujours une enfant. Ce n'est toujours pas normal pour moi. Elles sont pas, donc je starifie pas. Donc c'est pour ça que qu'on a un bon rapport, parce que avant tout pour moi les rapports sont des rapports humains, parce que on rencontre aussi des gens qui sont pas cool. Hein. On découvre qui est cool et qui ne l'est pas aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être connecté avec tout le monde, de partager. Et je crois que c'est un truc que aussi j'ai vu et j'ai vite compris aux États-Unis, c'est qu'on peut être numéro un aujourd'hui et on peut être complètement retiré du marché et très rapidement. Donc du coup, c'est quelque chose où le plus important, c'est l'humain. Ok. Alors, il y a une chose que tu as dite dans une interview et qui a résonné en moi. Tu as dit "You have the right to be great". Et je trouve cette phrase magnifique et tellement forte. Comment on inculque ça à nos jeunes? Parce que tu sais, j'ai l'impression que se projeter dans quelque chose de grand, des fois, ça peut être mal vu, ça peut être pris comme de la prétention ou tu sais cette expression ouais tu vois trop grand. Alors que toi au contraire tu dis non, tu as le droit. Comment on fait pour inculquer ça à nos jeunes? Mais en leur donnant des exemples. En Ouais. leur donnant des exemples. Ça aussi, par exemple, c'est quelque chose que je trouve qui est important. C'est que on a plein de gens chez nous, aux Antilles, qui font des choses importantes. Et en ne parlant pas d'eux, on ne donne pas de référence. Ouais. Et donc, il faut donner des référents. Que ce soit des chefs comme Marcel Ravin, qui est à Monaco, qui est un chef étoilé Michelin, qui fait partie des référents. C'est un Martiniquais. C'est important de montrer qu'il y a des gens qui vraiment ont du succès. Mais il y a plein que ce soit Cora Emmanuel, qui est l'image de Chanel, qui est l'image de plusieurs grandes marques. Même dans le business, il y a des gens qui sont là, qui font des choses, mais si nous, en tant qu'Antillais, on n'en parle pas, on peut pas inspirer notre jeunesse à rêver grand. Donc vraiment, et c'est pour ça que, par exemple, pour moi, c'était important de faire ce podcast. Si on réfléchit, si je veux être connectée aux gens, pour qu'ils eux-mêmes ils essayent de se dépasser, il faut parler là où ils sont
Ouais. Et ne pas se contenter de faire que dans des interviews, dans des grands magazines, parce que c'est pas forcément ceux auxquels ils ont accès. Ils C'est vont vrai. avoir accès à des gens qui leur parlent plus directement. Donc, du coup, et je dis toujours ça à mes équipes, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir des équipes. Je leur dis, non, je veux rester connecté aux gens de chez moi. Je veux rester connecté C'est génial. parce que ce n'est pas en ne visant que quand ils pensent au top tiers des médias que je vais peut-être changer la vie de quelqu'un. Non, mais c'est Donc, vrai, mais on n'y pense pas, mais c'est génial ce que tu dis. c'est vraiment ça l'approche. Et c'est super ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'ai dit, et c'est super. Et on ne sait pas ce qui est l'avenir de ton podcast. Tu vois, Ouais, ça, tu sais, les choses peuvent aller tellement vite. Tu vois, clairement, clairement. Bah, et déjà, les il choses. y a à peine un an et je vois l'ampleur que ça prend. Donc, je me dis, génial, ce que je fais a un réel écho et donc, faut continuer comme ça. Interviewer des gens comme toi, d'autres personnes, Mickaël Gouassi, voilà, des gens comme tu dis, de chez nous qui font des choses juste incroyables et montrer que c'est possible. Quand tu vois le parcours de Mickaël, C'est énorme. c'est C'est énorme, incroyable. clairement. Est-ce que ce n'est pas un exemple de résilience? Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est la définition parfaite de la résilience. Et C'est, voilà, moi j'ai connu Mickaël avant et oui, après. ouais, Et ouais. quand je vois l'homme qu'il est devenu, c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est respect, c'est clairement, C'est respect, c'est une inspiration de vie, c'est oui, respect. c'est ça, exactement, c'est une inspiration de vie. D'ailleurs, s'il nous écoute, s'il passe par là, nous t'embrassons toutes les deux. Ouais. Alors, on va parler de quelque chose de très grand. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur Instagram, je dis, waouh, c'est quoi? Ce sont tes bijoux. Tu as créé ta marque de joaillerie qui est juste dingue. Alors, comment est né ce projet? Alors là, c'est une bonne question. C'est tout bête. Euh, un jour, tu sais, avec le temps Covid, Oui, on a plus de hobbies, tu vois. oui, Donc, parce que nos bureaux à Essence sont fermés depuis mars dernier. Ce que les gens d'accord, réalisent pas, c'est le changement radical de vie que nous, on a eu aux États-Unis et qu'ils ne, forcément, ils n'ont pas eu, que ce soit en France ou aux Antilles. C'est vraiment nous, nos bureaux ont fermé pendant une longue période. Et donc, du coup, j'avais un peu plus de temps et je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé collectionner les bijoux créoles. ok, Parce que je me suis dit, tiens, tout bête, je vais collectionner les bijoux créoles. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé à avoir énormément de mal à trouver des bijoux créoles de qualité ok. et qui étaient aussi un peu modernes parce que c'est super, c'est bien, mais j'avais envie d'un petit peu de modernité. Donc, alors là, je me suis dit, tiens, c'est dur à trouver quand même. Donc, j'ai dit, tiens, je vais les collectionner, faire prendre en photo et je vais peut-être faire une expo et un livre avec. Ok. Je me dis, ah, c'est pas mal comme concept, ça. Donc, on va prendre. J'ai commencé à me dire, OK, de me passer quelques coups de fil aux Antilles, je cherche des pièces, etc. Et quand j'ai commencé ça, je me suis dit, mais attends, si je fais le livre et l'exposition, les gens vont acheter des bijoux créoles Bah et oui, c'est pas possible de les trouver. c'est embêtant, effectivement. Et j'avais pas envie de choses. J'avais pas envie de la tête de Martiniquaise, quoi. Tu vois, Oui, j'avais envie de choses. Et du coup, c'est comme ça qu'est né. J'ai dit, mais attends, mais je vais designer ma ligne de tant qu'à bijoux faire. créoles, tant qu'à faire. C'est un projet, je voulais le faire en allant aux Antilles, mais avec les restrictions de voyage par rapport aux Antilles et aux États-Unis à l'époque, donc j'ai pas pu le faire. Donc du coup, j'ai tout fait. Mes copines m'ont envoyé des livres. Je crois que les livres sont juste derrière moi. Mes copines m'ont envoyé des livres sur les bijoux créoles. Et du coup, j'ai commencé à repenser, réimaginer ce que pouvait être le bijou créole. L'idée, c'était de faire aussi quelque chose qui soit accessible et qui démocratise le bijou créole. Donc, quand j'ai vu tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai fait différentes gammes de prix. Je me suis dit, je vais les faire en argent,
une gamme, je vais la faire en vermeil. Donc, le vermeil, c'est une technique où on prend de l'argent massif et on le plaque 6 fois. C'est dans de l'or pour que ça dure, mais parce que je voulais pas que les prix soient excessifs et que ça reste accessible. Mais je développe aussi la ligne qui est en or et diamant. Et donc, l'idée, c'était de vraiment de démocratiser le bijou créole. C'est vrai que j'ai fait des choses qui sortent de l'ordinaire parce que parfois il y a des choses qui, par exemple, j'ai fait le rotin. Je travaillais le rotin et ça, c'était inspiré de la chaise de la berceuse de ma chez ma grand-mère. Donc c'était pas dans la base du bijou créole, mais c'est comme moi je l'imaginais. Et puis revisiter le grain d'or, où là le grain d'or avec des formats un peu, je ne sais pas que je dis des formats maxi parce que c'est avec des choses un peu plus grosses que le grain d'or traditionnel, mais là c'est quelque chose que j'ai lancé juste, on se parle et ça fait, je crois que ça fait 2 semaines aujourd'hui que ça a été lancé. L'accueil sur le territoire américain a été assez exceptionnel. J'avouerais que les célébrités qui arrivent et là qui portent les bijoux sont assez fous. Le premier email que j'ai reçu pour la ligne de bijoux, c'était un email des équipes de Gwyneth Paltrow pour me dire on veut avoir Manlu. Et donc, à partir d'aujourd'hui, Manlu est actuellement chez Goop, pas chez Gwyneth Paltrow, dans leur point de vente à Sagarbor dans les Hamptons et aussi Goop.com la semaine prochaine. Donc, du coup, c'est vrai que l'accueil était assez exceptionnel, mais je t'avouerais que j'ai vraiment commencé par d'abord le produit, c'est-à-dire que j'ai développé la ligne avec plein d'altérations. Même quand j'en ai parlé pour la première fois, je crois que pendant les fêtes de Noël, j'ai dit que je travaillais sur quelque chose. Le design qui est aujourd'hui là, c'est pas en fait les bijoux que je portais à Noël, parce que j'ai vraiment fait évoluer le bijou parce que je voulais quelque chose de qualité. J'avais cette notion de confort parce que moi, quand je porte des bijoux, si c'est pas confortable, je les retire en fait. Oui, c'est vrai. Et je les retire pendant mes meetings. C'est-à-dire que je vais parler, je vais être dans une réunion, je vais commencer par retirer la paire de billets. Et puis ensuite, j'ai besoin de taper sur mon clavier, donc je vais retirer les bagues. Et en fait, donc du coup, j'ai continué à travailler le confort jusqu'à ce que je sois satisfaite du produit. Et quand j'ai été satisfaite, j'ai fait tester à quelques copines. Et quand elles m'ont dit non, c'est de la bombe, là j'ai dit bon, on va être prêt à lancer. Et encore j'avouerais que le meilleur est à venir. J'ai demandé pour les photographes. Alors, c'est sûr que pour les photos, j'ai la chance de travailler aujourd'hui avec les meilleurs. Clairement. Donc du coup, j'ai travaillé pour la séance photo avec mon protégé, qui est JB Barnes, qui est le photographe qui shoot toutes mes couvertures à Essence. Il a fait Alicia Keys, il a fait l'ISO. Et pour ne citer qu'elle, il shoot toutes les plus grandes, Lala Anthony, il shoot toutes les plus grandes, Regina King, pour ne citer qu'elle. Et donc, du coup, c'est un photographe que j'ai découvert quand j'ai commencé à Essence et que j'ai fait faire, qui est devenu mon photographe presque officiel. Et il a photographié Gary Dourdan, l'acteur, avec notre grain d'or. Les photos sont magnifiques. Les photos sont vraiment belles. Et donc, l'idée, c'était c'est pas la campagne que j'avais imaginée, c'était aux Antilles. Mais comme je t'ai dit, avec le Covid, on n'a pas pu se déplacer pendant un long moment. Maintenant, ça réouvre. Donc, éventuellement, on va pouvoir aller aux Antilles pour pouvoir faire quelque chose. Mais l'idée, c'était de montrer comment on peut le porter tous les jours. Ouais. C'est vraiment, vraiment ça dans l'idée des photos. C'est, regardez, je les porte en tenue sport, je les porte comme ça. C'est le bijou créole dans son quotidien. La prochaine étape, si je veux vraiment faire la campagne, et ça, je veux vraiment le faire aux Antilles, donc j'espère pouvoir y aller cet été.
Je pense que ça va être possible. Je sais pas, mais je pense que ça va être possible. Mais Voilà. c'est génial. Et tu sais, quand je regarde tes bijoux, alors moi j'ai fait de la danse traditionnelle pendant très longtemps, donc justement le grain d'or, tout ça, ça me parle. Et tes bijoux me font penser, tu sais, à ces femmes matadors qui ont un charisme de dingue, qui sont juste incroyables. Ces femmes fortes. Et je sais pas si je me trompe, mais est-ce que tes bijoux incarnent vraiment ces femmes noires fortes qui viennent des Antilles? Complètement. En fait, alors comment c'est né si je suis tombée sur cette carte postale des années 1900 de la Martinique où on a une femme indienne avec tous ses colliers en or superposés. Et là, j'ai fait, mais c'est magnifique! Et c'est comme ça que l'idée m'est venue à la base de collectionner les bijoux créoles. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir faire des superpositions de bijoux et de vraiment, comme je dis, c'est superpose comme une matador, quoi, tu vois. C'est Oui, c'est vraiment ça. l'idée de la matador où je mets tous mes bijoux, tout ce qui est possible C'est ça. et tout ce qui... et en plus, de manière, ce sont des pièces différentes. Ouais. L'idée, c'est qu'elles soient différentes, mais ce que moi, parce que j'aime bien la cohérence, toutes les pièces sont différentes, mais elles vont, si tu regardes bien, elles vont toutes ensemble. Il y Ouais. a un élément qui est toujours repris quelque part. Donc, du coup, c'est pour ça que, par exemple, j'ai travaillé le grain d'or en maxi avec le barillet qui est le fermoir. Donc, c'est vraiment aussi le fermoir traditionnel. Et ce fermoir, en fait, le motif du fermoir, c'est ce que tu vas retrouver sur la bague, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment, il y a une cohérence si tu regardes entre les pièces qui fait que tu peux les porter tout ensemble. Et complètement pas du tout Matador, c'est la version en argent. Mais finalement, tu regardes que c'est toujours le même esprit et que c'est une autre personne et quelque chose d'autre. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est de voir que, de un, j'avoue que je suis contente d'avoir ce projet qui, je vois, qui fait une unanimité parce que je vois que les gens sont fiers de le partager. Et ils ont vraiment cette notion de fierté où ils disent, regardez, c'est beau, c'est de chez nous. Et je crois que c'est ce aussi il manquait au marché, c'est de voir que la créolité, c'est pas, c'est pas limité à la plage de sable blanc. Bien sûr, bien sûr. Euh, et que c'est peut être quelque chose, une expérience qui peut être une expérience, on dit élevée, Tu vois qui nous premium, élève? Ouais. qui nous élève. C'est une expérience qui nous élève et c'était vraiment l'idée. Et le bijou, je t'avoue que c'est que le début pour Manlu. Ok. Parce que à la base, je ne me limite pas, comme tu aimes bien, comme je t'ai dit, je ne me limite pas aux choses. C'est-à-dire que non, Manlu n'est pas une marque de bijoux. On fait des Ok. bijoux, D'accord. Ça fait mais pas que des bijoux. Ok. on a commencé par des bijoux, mais D'accord. l'idée, c'est je voudrais faire une ligne de maison. Donc Ok. avec des meubles, il y a plein de choses qui arrivent, qui sont D'accord. en cours. Et donc du coup, on a commencé par le bijou parce que pour moi, c'était la chose la plus naturelle. Ok. Parce que le bijou finalement est au cœur de la créolité, on ne s'en rend même pas compte. Je me rappellerai toujours moi de ma grand-mère quand si je n'avais pas de boucle d'oreille, elle me regardait genre mais Clairement, clairement. elle me disait mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu es rentré dans une religion Oui. particulière? On a tout entendu. Oh là là, Clairement. est-ce que pourquoi tu ne portes pas tes boucles d'oreilles? C'est vrai. En fait, et on regarde, c'est des choses qui sont ancrées en nous et on ne réalise même pas que c'est vraiment, c'est comme quoi, c'est ancré dans l'éducation créole. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que je voulais quelque chose de luxueux. Mais ce ne sera pas que ça. D'accord. Et j'ai une petite dédicace pour ma copine Teddy qui m'appelle Manlu et c'est comme ça que à la base la marque ne devait pas s'appeler Manlu et je me suis dit tu sais quoi Allons. allons-y on se fait plaisir Oui. Et je je trouve que ça m'appelle sonne Manlu. bien. Je trouve que ça sonne bien. Alors, on a passé l'heure. Je vais te poser les deux dernières questions qui sont pour moi très importantes. Donc, à travers cette collection, tu définis la femme noire. Aujourd'hui, comment tu définirais justement cette femme noire? C'est quoi une femme noire en 2021? My goodness. Je vais te dire pourquoi
aujourd'hui la femme de couleur. Ok. Parce que et il y a toujours cette nuance aux États-Unis entre la femme noire et la femme de couleur. Et pourquoi je veux parler de femme de couleur? Parce que ce qui est le facteur différenciant aux Antilles et qui fait que justement on est ouvert sur le monde, c'est ce métissage culturel. Ce métissage culturel où nos parents ont du sang indien, nos parents ont du sang africain, ils ont du sang arawak, et c'est pour ça que je parle de femme. La femme de couleur aujourd'hui est une femme ouverte sur le monde, d'accord, et qui est le potomitan de sa famille, et ça le restera toujours. Et c'est une femme qui construit des choses. Tu vois, c'est vraiment ça. On est fondatrice. Fondatrice, bâtisseuse. Je retiens. Fondatrice, ce mot est important. Dernière question. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, ou si tu avais un message à faire passer, lequel serait-il? Never give up. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ok. Merci Moana, merci de m'avoir accordé ton temps. Surtout, je sais que tu es débordée. Merci du fond du cœur, c'était vraiment très agréable. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui se termine maintenant. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous embrasse, prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.